commence, Maude? Alors, bonjour à toutes et à tous, chers démographes et amis de la démographie. Donc, je m'appelle Nadine Ouellette. Je suis professeure au département de démographie de l'Université de Montréal et c'est moi qui aura le privilège de présider cette séance sur la mortalité au Québec et dans le monde. Alors, 3 présentations sont prévues au programme. Chaque auteur disposera de 15 minutes pour nous faire part de ses travaux, ses recherches. Et une fois que les 3 communications auront été faites, j'inviterai les participants au colloque à poser des questions ou à faire part de leurs commentaires aux auteurs. Je vous précise tout de suite que la séance est enregistrée. Alors, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la bande enregistrée de notre colloque, alors vous pouvez désactiver votre caméra, il n'y a pas de problème. Et ce que je vous propose, c'est qu'on ne tarde pas plus. J'invite alors Frédéric Fleury-Pailleur, qui est démographe à l'ISQ, à nous parler de la mortalité au Québec en 2020. C'est une communication qui est en collaboration avec Anna Christina Acerdo. Frédéric, on t'écoute. Bonjour, donc je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? En mode présentation, oui, super. Parfait. Bien, on va y aller tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la mortalité en 2020. Je m'excuse, peut-être le son va être pas très bon. La Ville de Québec a décidé de refaire mon entrée d'eau aujourd'hui en plein au moment de la présentation, mais ça devrait aller. Donc, c'est une présentation réalisée en collaboration avec Anna Christina Azeredo, on a travaillé ensemble toute l'année sur les données de décès. Et donc, il me fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Merci pour l'invitation. 2020, oui, on va faire un petit survol de cette année vraiment assez particulière pour nous dans la compilation et la diffusion des statistiques de décès. On va regarder les principaux résultats pour l'année 2020 et je dis bien ici 2020 en entier. Donc, ce n'est pas vraiment le bilan de la pandémie en matière de mortalité. Ça inclut également les 2 premiers mois de 2020 qui étaient plutôt favorables à l'espérance de vie par rapport aux années précédentes. Donc, on va regarder le décès totaux, taux de mortalité standardisé selon le sexe également, de l'espérance de vie et peut-être même avec quelques comparaisons à l'international pour le peu de données qu'il y a présentement. On va regarder notre nouveau produit qui est cette année avec les décès hebdomadaires pour quelques sous-dimensions qu'on a rendu disponibles et on va vous parler en conclusion des projets en cours et à venir dans ce domaine. Maintenant, donc, oui, comme j'ai dit, c'est une année remplie de défis. En mars 2020, il a fallu réorganiser nos activités comme la plupart des gens, dont télétravail, mais pas pour toute l'équipe. Le registre des événements démographiques, donc toute l'équipe qui saisit les bulletins de naissance, décès et mariage sont restés pour la plupart en télétravail, notamment à cause des enjeux de vie privée, confidentialité. Et on a priorisé les décès dans la saisie pour être sûr que le plus tôt possible qu'on recevait un bulletin de décès, c'était entré dans les bases de données. Donc, un délai de traitement qui normalement était de quelques jours dans le passé est devenu à 0 jours, en fait. Donc, dès avril 2020, donc une forte demande pour des données détaillées par semaine, notamment de la part de chercheurs, de journalistes, et toute l'année durant aussi vraiment beaucoup plus de demandes de citoyens très curieux cette année par rapport à la mortalité. En avril et mai 2020, on avait commencé à élaborer une méthode pour estimer plus rapidement les décès à très court terme. On était déjà parmi les plus rapides, disons, en Amérique du Nord, du moins en Europe, il y a certains pays où les décès sont diffusés de manière quasi instantanée avec 1 ou 2 semaines de délai. Mais nous, on était déjà assez rapide à 2 mois. On a réussi à réduire ça à 4 semaines avec une qualité d'estimation provisoire très bonne. C'est donc les données hebdomadaires qu'on a pour l'instant disponibles selon le sexe, 3 groupes d'âge et 3 grandes régions pour le Québec, là, avec le lien que vous voyez ci-dessous. Et on avait à ce moment-là, en mai, débuté une collaboration avec l'INSPQ au sujet de toute l'analyse de la surmortalité. Et ça a fait un peu de bruit, toutes ces
c'est la question là, des statistiques de décès qui a motivé le gouvernement à aller de l'avant avec l'implantation d'un système de collecte électronique de décès. Donc, on a initié les travaux avec le ministère de la Santé à ce moment-là. Donc, c'était beaucoup de travail pour ce point-là, tout particulièrement pour certains membres de notre équipe. Donc, maintenant, des résultats rapidement. Si on regarde le nombre de décès totaux au Québec en 2020, bien, autour de 75 000, 74 550, qui est notre estimation provisoire pour l'instant. Et c'est, comme on l'a mentionné dans notre communiqué, c'est une augmentation de 10 par rapport à l'année précédente. Et on mentionnait également qu'en moyenne, cette augmentation-là, surtout liée au vieillissement de la population et de l'augmentation de la taille de population, est environ de 2 1,8 au cours des dernières années. Mais en fait, les plus rapides d'entre vous auront donc déduit que 10 normalement c'est 2 donc par rapport à la normale, ça doit être environ 8 Et si on se compare à 2019 et on regarde ça selon la tendance, 2019 était plutôt une année avec un nombre assez bas de décès. Ici, il faut bien remarquer que l'échelle est tronquée. Là. Les variations, pour bien faire apparaître les variations, mais les variations sont quand même assez subtiles là, en nombre de décès pour une taille de population comme le Québec. Mais 2019, après une année 2018 où il y avait eu un gros pic de grippe, 2019 était plutôt favorable. Donc, est-ce que c'est vraiment un bon point de comparaison? Le mieux est de smoother, de moyenner ça, mais en tenant compte de la tendance. Donc, ici, c'est la tendance géométrique, donc exponentielle qui nous est écrite, donc qui est affichée et ça définit un rythme de 1,8 Donc, si on poursuit cette tendance-là en 2020, donc, ça nous permet de calculer ici qu'on aurait que la comparaison avec un 2020 attendu, donc, nous donne un résultat de plus 7 par rapport à ce qui aurait été normalement attendu selon la tendance. Et si c'est la tendance 7 ans, on peut choisir la tendance 5 ans, 10 ans. Ça donne le même chiffre avec quelques petites variations. Mais donc, grosso modo, c'est ça. Et ça peut sembler un peu inconfortable pour certaines personnes de travailler avec les tendances, mais s'il y a une composante démographique où ça convient bien, c'est bien la mortalité. Parce que oui, il y a une inertie dans tous les phénomènes démographiques, mais spécialement en mortalité où vraiment c'est un capital de santé ou de mauvaise santé qu'une grande population a en elle. Et cette population-là est assez peu mobile. Donc, il faut vraiment imaginer la mortalité comme un gros paquebot qui avance dans la mer. Là, il y a des petites vagues ou des grosses vagues qui parfois peuvent le faire dévier, mais vraiment, là, ça avance dans le temps et spécialement dans un contexte comme le nôtre et tous les pays vieillissants. C'est donc d'une forte inertie. Donc, si on reprend le même principe, en fait, et on compare cette variation-là de 7 par rapport à la tendance de l'année dernière et on regarde jusqu'où il faut remonter pour avoir une variation aussi grande. Il faut remonter à 1937, en fait. Et là, rapidement, j'ai pu comprendre qu'il y avait peut-être eu de la tuberculose. En Ontario, il y avait de la polio, mais donc, ce sera un bon sujet de recherche pour des étudiants, ça, je crois. Et évidemment, 1918 et 1920 aussi, là, qui étaient encore touchés par la grippe espagnole. Alain Gagnon pourrait nous confirmer ça, qui est sans commune mesure avec ce qu'on a observé l'année dernière. On peut voir, donc 2018 aussi était quand même assez fort par rapport à la tendance des dernières années. 1993 avait eu une forte grippe, certains pourront s'en souvenir. Donc, si on reprend, si on va maintenant selon le taux standardisé pour éliminer l'effet de la structure par âge, également de la taille de population. Donc, si on travaille avec les taux standardisés de mortalité, on voit que la hausse est de 7 aussi par rapport ici à 2019. Et ici, on met des décimales pour bien comparer la différence entre les hommes et les femmes. Et on voit donc que c'est les femmes qui ont légèrement que leur mortalité, une fois la structure par âge et la taille de la population pris en compte, a augmenté un peu plus fortement. Mais si on applique le même principe et en fait, on tient compte de la tendance, bien, on voit finalement que en fait, le résultat d'une comparaison entre le 2020 observé et le 2020 attendu est même
légèrement plus haut pour les hommes. Mais en fait, l'écart, on peut considérer là, qui n'est pas significatif entre les hommes et les femmes. Si on utilise une tendance 5 ans, 7 ans, là, ça peut légèrement varier, mais regardez avec ce peu de différence, 6,5 et 7,2. Donc, vraiment une hausse de mortalité avec ces indicateurs-là qui semblent être très semblables entre les hommes et les femmes. Mais on va aller dans le détail un peu. Si on regarde l'espérance de vie à la naissance, bien, on avait publié dans notre communiqué que, bon, par rapport à 2019, oui, la baisse avait été de 8 mois pour les femmes et de 5 mois pour les hommes. Donc, ça avait piqué la curiosité à bien des journalistes et ça nous a forcé à regarder ça un peu plus en profondeur. Et on voit en fait que 2019 était, spécialement pour les femmes, une bonne année. Hein, après un 2018 où elles avaient été probablement un peu plus touchées par le pic grippal de janvier 2018. Donc, il y a peut-être un effet de rattrapage pour les femmes en 2019 qui fait en sorte que c'est encore là pour l'espérance de vie, pas nécessairement un bon point de comparaison. Donc, si on fait on applique le même principe et qu'on mesure l'écart par rapport à ce qui était attendu, justement, Nadine nous avait suggéré cette approche que j'avais déjà entrevue à ce moment-là, qu'on avait une discussion sur nos hypothèses de projection, je m'en souviens. Donc, ça nous montre, en fait, l'écart est encore, en fait, l'écart reste de 8 mois parce qu'on peut, en fait, considérer que, ici, selon la tendance des 7 dernières années, la valeur attendue pour 2020 est celle qu'on avait observée en 2019. Donc, l'écart reste de 8 mois pour les femmes, mais la baisse est plutôt de 7 mois chez les hommes. Donc, encore là, ici, c'est exprimé en mois pour que ça soit plus évocateur là, pour les gens, mais c'est très semblable. Maintenant, 5 minutes, Frédéric. Pardon? 5 minutes. Maintenant, si on décompose cette baisse d'espérance de vie, mais en fait un déficit qu'on pourrait plus appeler entre l'espérance de vie attendue en 2020 et celle qui a été observée, eh bien, voici, la contribution des groupes d'âge est beaucoup plus âgée chez les femmes, donc à partir de 80 ans et plus, et un peu plus jeune chez les hommes. Et ça reflète vraiment ce qu'on voit, que vraiment la hausse de la mortalité était vraiment plus forte chez les femmes très âgées. Ça reflète un peu les milieux de vie aussi dans lesquels il y a eu des éclosions de COVID-19 en 2020 et un peu plus répartis chez les groupes d'âge plus jeunes chez les hommes. Maintenant, à l'international, quand on a diffusé notre communiqué en mars, on avait très peu de pays qui avaient déjà diffusé leurs estimations d'espérance de vie, mais il y a Eurostat récemment qui ont diffusé une série pour la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. Il y a un grand absent là-dedans qui est l'Angleterre, qui serait intéressant d'avoir. Mais donc, quand on applique le même principe, en fait, ici, bon, j'ai mis le Québec et j'ai souligné la Norvège, hein, qui en fait n'affiche pas de baisse d'espérance de vie dans des résultats qui sont, disons là, encore provisoires. Mais si on applique le même principe et qu'on compare la baisse ou plutôt le déficit d'espérance de vie au Québec et dans ces pays de l'Union européenne entre le 2020 observé et attendu, bien, on retrouve ici pour sexe réuni moins 0,6 années en moins pour le Québec. Et on voit qu'il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne où la baisse est plus forte. Remarquez que le Danemark, et en fait, tous ces pays qui sont soit baltiques ou scandinaves, là, avec aucun effet sur l'espérance de vie. Et ça, c'est bien par rapport à la tendance. Hein? Donc, le Danemark et la Norvège ont eu une hausse, ont eu 0,1 d'année de gain d'espérance de vie en plus que ce qu'on aurait pu s'attendre selon la tendance récente. Donc, c'est assez remarquable. Et mentionnons qu'en fait, ça, c'est bien l'année 2020 en entier. Hein? Il y a certains de ces pays-là qui ont connu des fortes vagues, une deuxième vague très forte en janvier et février 2021. Donc, ce n'est pas le bilan de la pandémie encore ici. Là. Et aussi, pour la plupart de ces pays-là, bien, la baisse est plus forte et clairement plus forte chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est quand même une particularité pour le Québec d'avoir une baisse d'espérance de vie très semblable chez les hommes et chez les femmes. Si on regarde notre nouveau produit, hein, un produit fort consulté pour le Québec, bien, on voit que comment elle s'est répartie dans l'année, bien, la mortalité ou la surmortalité, on peut très bien la lier au décès de COVID-19. Donc, c'est très bien, ça coïncide dans le temps avec les décès COVID qui ont été enregistrés par l'INSPQ tout au long de l'année.
et également pour la deuxième vague. Et on a notamment des résultats par les grandes régions. Pour Montréal et Laval, et bien, sans surprise pour personne, c'est là que la hausse est la plus marquée. Pour les régions adjacentes à notre Laurentide, Montérégie, ben, c'est plus durant la première vague qu'on voit la hausse, mais on voit quand même que dans la deuxième vague, là, la hausse par rapport à la tendance des dernières années est quand même plus forte. Et pour le reste du Québec, ben, c'est vraiment juste en deuxième vague là, qu'on voit un effet. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a certaines des régions là, qui ont été touchées très légèrement, ou plus légèrement quand même qu'à Montréal durant la première vague. Maintenant, donc, en conclusion, très rapidement, une hausse de la mortalité évidente en 2020 qui entraîne une baisse marquée de l'espérance de vie. Elle s'observe aussi dans la vaste majorité des pays européens, selon une ampleur souvent plus marquée qu'au Québec. Et là, si on ajoutait les données des États-Unis, de l'Angleterre, d'autres pays à l'étranger, mais il y a également comme des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou plusieurs pays asiatiques où on s'attend à aucune baisse. Donc, il y a encore des données qui restent à sortir à l'international. Les hommes et les femmes affichent une hausse de mortalité très comparable au Québec, ce qui est peut-être une particularité, car ça se voit en Espagne notamment, c'est un peu la même situation, je crois comprendre. Car en général, la hausse est plus forte chez les hommes que chez les femmes. La baisse est concentrée aux grands âges, la baisse de l'espérance de vie est concentrée aux grands âges, particulièrement chez les femmes. Et donc, d'habitude, 2020, c'est à ce moment-ci de l'année, on a terminé un peu nos compilations, mais cette année, c'est exceptionnel. Il y a encore certains travaux à venir, notamment du côté des causes de décès, sans vouloir avoir une comparabilité parfaite là, entre ce qui a été diffusé comme chiffre de décès COVID au cours de l'année dernière et ce que nous, on va avoir dans le registre des événements démographiques selon la classification CIM-10. Ben, on aimerait quand même assurer une certaine cohérence là, entre les deux sujets, notamment. Il y a aussi du côté des causes externes, notamment le suicide. Il y a beaucoup d'intérêt pour ça, mais il faut savoir que tant que les coronaires n'auront pas conclu leurs enquêtes, ça ne sera pas disponible. Moins d'une minute, Frédéric, s'il te plaît. On poursuit notre collaboration avec l'INSPQ au sujet de la surmortalité, plus du côté là, de l'expertise démographique sur les méthodes et également sur nos données, l'expertise sur nos données. Comparaison internationale de la surmortalité, bien ça, on a nous-mêmes l'intention de faire certains travaux, plus d'un point de vue général là, pour comparer, selon les meilleures méthodes, les résultats de la dernière année et peut-être même évidemment de 2021, avec d'autres résultats d'espérance de vie qu'on pourrait éventuellement avoir bientôt. Et on a pour une rare fois, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des stagiaires chez nous. On aura probablement un étudiant qui va travailler sur un survol historique des épisodes de surmortalité. C'est Alexandre Paquette, pour ne pas le nommer. Là, il doit être sûrement parmi nous. Et une deuxième, là, je ne sais pas si c'est encore conclu finalement, donc je ne la nommerai pas, mais on a un projet d'approfondir toute la classification des causes de décès dans le contexte COVID, y compris les causes secondaires et peut-être même d'autres projets de stage qui sont en vue. Voilà, je pense que il me reste du temps. Non, merci beaucoup, Frédéric. Passionnant. Donc, gardez vos questions pour Frédéric, vos commentaires, s'il vous plaît, pour la fin de la session. La séance, pardon. On va poursuivre avec notre deuxième auteure, Rebecca Meango, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal. Elle nous présentera ses premiers résultats de son mémoire de maîtrise. Le titre de sa communication, « Perte de l'avantage de santé des immigrants au Canada avec la durée de résidence ». C'est une analyse de l'évolution entre 2001 et 2018. Rebecca, vous avez 15 minutes. Merci. Bonjour, merci. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Un instant. Voilà. Bonjour à tous. Comme Madame l'a dit, je m'appelle Rebecca, puis je vais vous présenter
Les résultats préliminaires de mon sujet de mémoire qui porte sur la paix de l'avantage de santé des immigrants au Canada avec la durée de résidence, donc une analyse de son évolution entre 2001 et 2018. Mais d'abord, une petite mise en contexte. Il faut savoir que diverses études s'accordent sur le fait que les immigrants, notamment dans leur premier moment après leur arrivée, vont se déclarer en meilleure santé que les natifs et ce phénomène va être appelé effet de sélection des migrants en bonne santé. Puis ce qu'on va remarquer, c'est que cette santé-là va tendre à s'amenuiser avec la durée de résidence dans le pays hôte. Et ce qu'on va voir, c'est que Chiang et Wilkes en 1996 vont présenter que cet effet-là est également présent ici au Canada, qui, justement, l'effet de migrants en bonne santé va beaucoup dépendre en partie du système de sélection des immigrants qui va tendre à valoriser ceux en bonne santé par le biais de textes médicaux dans l'optique justement d'amoindrir les coûts qui vont peser au niveau du système de santé canadien. Puis, on va remarquer aussi que l'effet de migrants en bonne santé est également présent dans des pays où il n'y a pas forcément le système de sélection comme en France. Donc, ça va laisser paraître qu'il y a un processus justement d'autosélection des immigrants dans leur pays d'origine et que ce processus-là va caractériser les immigrants qui vont se destiner ici pour le Canada en amont du système de points. Donc, selon Tien et Collab, au Canada, le niveau de vie, la durée de résidence et la culture sont des facteurs qui peuvent jouer un rôle important dans l'effet des migrants en bonne santé parce que les immigrants, au fil du temps, vont adopter des attitudes, des croyances ou encore des habitudes, des comportements de la population haute qui vont avoir des effets négatifs sur leur santé. Donc, ils vont avoir tendance à consommer de l'alcool, du tabac, et à adopter des modes de vie sédentaires ou une mauvaise alimentation. Puis c'est d'autant plus préoccupant parce que la notion de ce qu'est une bonne santé va se modifier en fonction de la durée de résidence qu'ils vont faire dans le pays hôte. Par rapport à ça, l'étude de Di et Collab va montrer au travers de l'enquête de l'ESEC de 2001 que l'effet des migrants en bonne santé est davantage présent dans la tranche âge des 45-64 ans que dans celle des 65 ans et plus, donc au sein d'une population active et qui a été soumise au système de sélection canadien. Deuxièmement, on va montrer également que les immigrants récents, donc qui ont une durée de 0 à 9 ans, sont en meilleure santé que les natifs, mais que cette santé-là va s'estomper avec la durée de résidence. Donc, les immigrants plus anciens de 10 ans et plus vont se déclarer en moins bonne santé. Et à notre connaissance, donc, ce qu'on a pu retirer de la revue de la littérature, c'est qu'il n'y a vraiment aucune étude qui présente l'évolution de la durée de résidence à différentes périodes dans le temps ou différentes cohortes. Donc, la durée de résidence est d'habitude étudiée pour une année d'enquête, donc ne pas pour plusieurs années d'enquête récurrentes successives. Donc, ça ne permet pas de voir son évolution. Et il existe peu d'études qui permettent d'expliquer l'évolution de l'effet des migrants en bonne santé avec des facteurs de changement comme l'accès aux soins de santé ou au travers d'autres variables de contrôle usuels comme l'appartenance à une unité visible ou le revenu. Donc, de manière plus précise, ma question de recherche est de savoir si l'avantage de santé des immigrants par rapport aux natifs constatés au Canada depuis 2001 s'est maintenu jusqu'en 2018 ou s'il a augmenté ou diminué. Connaître le rôle de la durée de résidence, savoir si elle s'est également maintenue ou modifiée pendant cette période et de savoir quels sont les facteurs qui pourraient expliquer l'avantage de santé des immigrants et comment se conjugue-t-il avec la durée de résidence. Donc aujourd'hui, parmi ces facteurs, je vais présenter les résultats préliminaires descriptifs que j'ai eus en croisant la durée de résidence avec le revenu et l'ethnicité. Donc, comme principale source de données, je vais utiliser l'enquête sur la collectivité des santé, l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Ce qui est particulier avec cette base de données, c'est qu'elle permet de fournir des données sur l'état de santé des immigrants, des variables sur l'accès et l'utilisation des soins de santé et particulièrement, elle donne à chaque année d'enquête la variable de durée de résidence. Donc, ça permet de suivre l'état de santé des immigrants en fonction de la durée de résidence. Donc, plus précisément, je vais utiliser les enquêtes de 2001 à 2018, excepté celles de 2011-2012 qui ne sont malheureusement pas accessibles sur ODSI. Ma population cible sont les immigrants récents de 0 à 9 ans et les immigrants de longue date, 10 ans et plus, de même que les natifs faisant partie de la population active de 20 à 64 ans, donc, et également de 65 ans et plus, parce qu'on veut quand même voir qu'est-ce qui se passe dans cette population-là.
Les adolescents et les enfants, dans mon analyse, sont exclus parce que l'effet de l'immigrant en bonne santé est moins observable dans cette tranche d'âge. Ma méthodologie, ma variable dépendante, c'est celle de la santé auto-perçue ou auto-déclarée, nommée dans certaines enquêtes évaluation personnelle de la santé. Et la question va être posée de la même manière dans chaque enquête et les réponses vont être dans le même ordre. Donc, ça veut dire, en général, diriez-vous que votre santé est 1 excellente, 2 très bonne, 3 bonne, 4 passable, 5 mauvaise. Puis ma variable dépendante pour ma présentation aujourd'hui, c'est la durée de résidence, qui est une variable dichotomique, donc 0, 9 ans, 10 ans et plus. Le sexe, hommes et femmes qui vont être analysés de manière différente parce que les hommes auront tendance à se déclarer en meilleure santé que les femmes, alors qu'on sait que les femmes ont une plus longue espérance de vie que les hommes. Le revenu, je vais diviser en 4 catégories. Faible, aucun revenu, à moins de 20 000 $, moyen, 20 000 $ à 59 000 $ et plus, et élevé, plus de 60 000 $. Pourquoi on s'intéresse aux revenus? C'est parce qu'il y a la possibilité de déclarer lors d'une enquête une détérioration de la santé en lien avec le statut socio-économique. On va également s'intéresser aux minorités visibles qu'on a pu obtenir en croisant la variable de l'ethnicité avec les immigrants et les natifs. Donc, ça m'a donné 4 catégories, les blanches et immigrantes, blanches et natifs, minorités visibles et immigrants et minorités visibles et natifs. Au niveau de mon analyse, pour les résultats préliminaires, c'est surtout du descriptif. Mais au préalable, j'ai quand même eu à standardiser les données par la méthode de standardisation directe pour éviter justement toute sous-estimation de la santé des immigrants parce que les stocks des immigrants sont plus vieux que ceux des natifs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la moyenne de santé des immigrants de 2001 jusqu'à 2018 à la structure par âge de 2001 qui a été notre population standard. Puis, pour comprendre un peu les analyses pour la suite, il faut savoir que plus la moyenne pondérée est haute, plus les répondants vont se déclarer en mauvaise santé perçue. Donc, le premier résultat, lorsqu'on va comparer les natifs et les immigrants selon le sexe, on va constater que les hommes immigrants vont se déclarer en meilleure santé que les natifs et que c'est la même tendance chez les femmes. En second, on va voir que les femmes vont se déclarer en moins bonne santé que les hommes, comme qu'on a dit tout à l'heure, puis que l'écart de santé justement entre les immigrants et les natifs est beaucoup plus mince chez les hommes que chez les femmes. Mais de manière plus précise, on va voir ici sur le premier graphique en 2016 que les hommes vont particulièrement se déclarer en bonne santé comparativement aux autres des autres périodes et qu'il y a quand même une amélioration de la santé auto-déclarée dans le temps au niveau des femmes entre les enquêtes. Donc, on va voir que les femmes de 2001 vont se déclarer en moins bonne santé que celles de 2018. Au niveau du deuxième résultat, ce qui est vraiment important à voir ici dans cette diapositive, c'est que la perte de l'avantage de santé des immigrants s'est maintenue dans le temps pour toutes les périodes d'observation, mais qu'il y a quand même certains points à noter. Le premier, c'est que la perte semble moins importante chez les femmes que chez les hommes. Donc, l'écart entre la courbe grise, qui est les natifs, et la courbe bleue, qui sont les immigrants de 10 ans et plus, est beaucoup... et sont moins importantes justement chez les femmes, surtout celles de 10 ans et plus. La deuxième, comme j'ai dit précédemment, c'est qu'il y a une amélioration de la santé pour les femmes en 2001 et 2018, particulièrement pour celles de longue date. Dans cette diapositive, lorsqu'on ajoute le revenu justement à la durée de résidence, lorsqu'on les compare, ce qu'on voit ici vraiment, c'est que la perte de l'avantage de l'immigrant en bonne santé est davantage présente au niveau des revenus faibles. Donc, pour ceux qui n'ont aucun revenu et ceux qui ont moins de 20 000 $, comparativement à ceux qui ont des revenus moyens et élevés. Et ce qu'il faudrait dire particulièrement pour les revenus élevés, c'est que chez ces derniers, il y a une sorte de sélection, mais qui se fait à l'intérieur du pays, qu'on soit immigrant ou natif. Il y aura une sorte d'effet protecteur justement du revenu qui va justement permettre qu'ils aient un avantage au niveau de la santé. Et néanmoins, il faut quand même noter qu'il y a une sorte de détérioration au niveau des revenus faibles, au niveau de la santé, surtout pour les immigrants de 10 ans et plus. Ce graphique-là, c'est pour les femmes, puis c'est la même tendance que chez les hommes. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir deux points principaux. Là, on peut voir que les immigrants, qu'ils soient de minorité visible ou qu'ils soient blancs, on voit qu'ils se déclarent toujours en meilleure santé que les natifs. C'est les courbes grises et bleues.
Puis, ce qu'on voit ici, c'est que la courbe jaune, qui sont les minorités visibles mais natifs, on voit qu'ils vont se déclarer en meilleure santé que les minorités visibles immigrants, les blancs immigrants et les blancs natifs, et que ça va être la même tendance chez les hommes que chez les femmes. Au niveau de ce résultat, ce qui est important à voir, c'est que les immigrants de date récente, donc moins de 10 ans, qui est le premier graphique, on va voir qu'ils fassent partie d'une minorité visible ou non, ces immigrants-là vont se déclarer en meilleure santé que les natifs blancs. Et ils vont déclarer une santé équivalente à des natifs de minorité visible. Donc, dans ce graphique-là, c'est vraiment les natifs blancs qui ont un désavantage en santé ici. Dans le deuxième graphique qui montre les durées de résidence de longue date, on voit que ce sont les natifs de minorités visibles qui vont se démarquer avec une meilleure santé. Alors que les immigrants ici de 10 ans et plus vont déclarer une santé assez similaire à celle des natifs pour les immigrants de minorités visibles, alors que ceux qui sont blancs et immigrants vont déclarer être en meilleure santé que ces derniers. 5 minutes, Rebecca. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut voir? On a retenu 3 points importants ici de notre analyse. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'évolution importante dans le temps dans l'ensemble de l'effet de la durée de résidence au cours des 20 dernières années. Mais il faut quand même noter qu'il y a une amélioration de la santé autodéclarée chez les femmes, surtout chez les natifs et les immigrants qui sont là depuis plus de 10 ans. Deuxièmement, il y a une détérioration de la santé chez les hommes qui ont un revenu faible, surtout pour les natifs et ceux de 10 ans et plus. La deuxième chose, c'est que l'avantage de santé est surtout visible chez les immigrants qui ont un faible revenu comparativement à d'autres catégories. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est surtout parce qu'il y a un effet de sélection au niveau de ces groupes-là. Et le troisième, c'est que les natifs de minorités visibles semblent avoir la meilleure santé que tous les groupes. Donc ici, on pourrait supposer que ça pourrait être un effet de l'éducation, parce que ça pourrait être des immigrants de deuxième génération qui sont mieux éduqués que leurs parents. Et comme on sait que l'éducation est corrélée avec la santé, donc ça pourrait expliquer pourquoi ces groupes-là se démarquent avec une meilleure santé. Au niveau des limites, la mesure de la santé auto-perçue, bien qu'efficace, a ses limites, dans le sens où la perception de ce qu'est la santé peut changer en fonction du groupe de provenance et avec la durée de résidence. Donc, pour pallier cette lacune, on va faire des analyses de sensibilité avec des variables de santé beaucoup plus objectives. Donc, des variables qui vont concerner les incapacités ou encore les maladies chroniques. Deuxièmement, c'est que la variable de durée de résidence n'est pas assez fine, dans le sens où dans des groupes, on peut avoir des personnes qui ont fait beaucoup plus de 10 ans, mais on ne sait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ces informations-là dans la BEDIN qui donne l'année exacte justement de l'arrivée de ces immigrants pour pouvoir préciser notre analyse. Comme j'ai dit, et puis aussi ce qu'on va chercher dans la BEDIN aussi, ce qu'on n'a pas dans les ESCC, c'est l'origine nationale et également la catégorie d'immigrants. Donc, tous ces facteurs-là vont nous permettre de préciser nos analyses et pouvoir donner une meilleure explication de tout. Donc, la prochaine étape vraiment de mon mémoire, c'est vraiment de cibler au mieux quels pourraient être encore les facteurs qui pourraient expliquer l'évolution au cours des années ces indicateurs, de savoir si la composition de la population immigrante selon les facteurs comme la santé, l'accès aux soins de santé, le revenu, l'appartenance à une autorité visible, l'éducation, peut expliquer justement cette évolution. Et comment est-ce qu'on va y arriver? C'est en effectuant une analyse multivariée qui, par exemple, va nous permettre de voir si le rôle des variables de contrôle a changé dans le temps et comment. Merci. Merci Juste dire que je beaucoup, suis Rebecca. honorée de participer aujourd'hui, puis j'attends les questions, les suggestions, les commentaires à la fin. Merci. Merci beaucoup, Rebecca. Tenue impeccable du temps. Alors, effectivement, là, notez bien vos questions puisqu'elles auront lieu à la fin de la séance. J'inviterai maintenant Émilie Bégin-Galarneau à nous faire part de sa communication. Donc, Émilie, elle était étudiante à la maîtrise. Tu as terminé, n'est-ce pas, Émilie? Oui, j'ai terminé en décembre passé. Oui, donc, elle était étudiante en démographie à l'Université de Montréal et puis elle nous présentera les résultats de son mémoire de maîtrise qu'elle a
rédigé, effectué en collaboration avec Solène Lardou et Stéphanie Dos Santos. Émilie, 15 minutes? Oui, Merci. bonjour, mon nom est Émilie Bégin-Galarno et je vais vous présenter aujourd'hui mon mémoire qui s'intitule Vagues de chaleur et santé des enfants à Ouagadougou, où je me suis intéressée à la vulnérabilité différentielle des enfants lors des vagues de chaleur à Ouagadougou, au Burkina Faso. Puis, comme Nadine Ouellette l'a mentionné, j'ai travaillé sur ce projet avec ma directrice, Solène Lardou, et ma co-directrice, Stéphanie Dos Santos, qui est chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement. Puis, il y a plusieurs points qui m'ont poussée à choisir ce sujet de recherche. Premièrement, dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, les populations vivent déjà une insécurité alimentaire et des difficultés en matière de production agricole à cause des changements de température. Aussi, les pays subsahariens vont être de plus en plus exposés à des conditions climatiques mortelles parce qu'on y retrouve déjà des températures plus chaudes toute l'année comparativement aux pays non tropicaux. Puis, malgré tout ça, il y a très peu d'études qui ont été faites pour analyser les effets des changements climatiques sur la santé en Afrique subsaharienne. Il existe généralement un consensus selon lequel le risque de mortalité tend à augmenter lorsqu'il y a des vagues de chaleur. Par contre, les populations à risque peuvent varier. Pour commencer avec la revue de littérature, je vais vous parler des caractéristiques de l'enfant et de la mère. Il est habituellement reconnu par la communauté scientifique que les filles sont plus résistantes que les garçons à la naissance. Il y a aussi Otter et Al et Fouillet et Al qui ont étudié l'effet des vagues de chaleur sur la mortalité entre 1998 et 2004 à Vienne et en 2003 en France. Puis, ils ont constaté que les nourrissons garçons de moins d'1 an ont un risque de mortalité plus élevé pendant les jours de canicule en comparaison aux nourrissons filles. Puis, l'âge est une autre caractéristique souvent analysée. Les enfants sont l'un des groupes les plus touchés par les vagues de chaleur parce qu'ils ont une plus grande sensibilité à la déshydratation, un système thermorégulateur moins développé et une plus faible capacité de se soigner. Il y a aussi certaines études sur les déterminants sociaux de la santé qui se sont intéressées à l'influence de l'âge de la mère sur la santé de l'enfant. Par exemple, à Bamako et à Bobo-Dioulasso, il y a Legrand et Mbaké qui ont constaté que les mères de 24 ans et moins sont moins nombreuses à vacciner leurs enfants et à demander des soins prénataux précoces. L'éducation des parents peut aussi avoir un impact positif sur la santé des enfants. L'éducation permet d'acquérir des connaissances en santé et ça va aussi encourager les initiatives au niveau des soins et de l'hygiène. Puis les mères éduquées ont aussi davantage tendance à prendre des dispositions pour mettre fin à certaines traditions qui sont moins propices pour la santé de l'enfant. En ce qui a trait aux caractéristiques environnementales, on a pu constater dans la littérature scientifique que la qualité des habitations influence l'exposition à la chaleur. Les températures intérieures peuvent changer selon plusieurs facteurs, comme les matériaux utilisés pour construire le toit et le type d'isolation. Puis, Zuo et Al vont expliquer aussi que l'isolation du plafond contribue significativement à diminuer les températures de l'habitation. Il y a aussi le quartier de résidence qui peut avoir une influence sur la santé. Le type de quartier peut jouer sur les comportements et sur l'importance accordée aux soins de santé. Donc, ça vient des réseaux de contacts et des perceptions dans le quartier. Puis, ça peut aussi avoir un impact sur l'accessibilité aux ressources. Donc, pour cette étude, le modèle conceptuel choisi est celui de Turner et Al. Puis, les 3 composantes de la vulnérabilité dans ce modèle-là sont l'exposition, comme vous voyez en bleu, la sensibilité et la résilience. Donc, pour l'exposition, ça représente le point de départ de l'analyse de la vulnérabilité. Puis, on le définit comme les conditions environnementales dans lesquelles vit l'enfant.
Ensuite de ça, il y a la sensibilité qui représente la combinaison des forces et des ressources qui sont disponibles dans un système. Donc, c'est une mesure qui permet de déterminer les ressources disponibles dans le ménage. Puis, il y a finalement la résilience, qui est la dernière composante de la vulnérabilité. Puis, on prend en compte des comportements qui peuvent être adoptés, puis les changements au niveau des habitudes de vie. En ce qui a trait à la sélection des variables et l'application du cadre conceptuel, la variable dépendante, donc la variable à expliquer, c'est la prévalence des symptômes chez l'enfant lors des vagues de chaleur, donc le carré complètement à droite. Pour la composante de l'exposition, on a choisi le type de toit dans la chambre de l'enfant et le meilleur équipement de rafraîchissement à disposition. Pour la sensibilité, on l'a divisé en deux. On a étudié le profil socio-économique et la supervision de l'enfant. Pour le profil socio-économique, on a pris le type de quartier et le niveau d'instruction de la mère. Pour la supervision de l'enfant, on a pris l'aide supplémentaire apportée aux très jeunes enfants lors des vagues de chaleur. Puis, on a pris aussi la surveillance d'un adulte. Donc, il a été demandé aux mères s'il arrive souvent que l'enfant soit laissé à lui-même pendant un moment, donc sans surveillance d'un adulte. Puis, finalement, il y a la résilience où on a pris les variables de la modification de l'heure de l'activité lors des vagues de chaleur et l'augmentation du nombre de douches ou de bains lors des vagues de chaleur. Puis, on a aussi introduit des variables d'intérêt comme l'âge de la mère, donc complètement en bas de l'illustration, puis le sexe de l'enfant et l'âge de l'enfant. Pour les hypothèses, on avance qu'une exposition réduite avec l'isolation et la qualité du toit diminue la prévalence des symptômes chez l'enfant lors des vagues de chaleur. Ensuite de ça, pour les hypothèses commençant avec le chiffre 2, on suppose que d'avoir une mère éduquée et que de vivre dans un quartier loti diminue l'apparition des symptômes. Et finalement, on formule les hypothèses que durant les vagues de chaleur, la prévalence des symptômes est plus élevée chez les garçons que chez les filles, qu'elle est aussi plus élevée chez les enfants plus jeunes que chez les enfants plus âgés et que les enfants qui ont une jeune mère présentent davantage de symptômes. Pour la source de données, donc, ça nous a été fourni par Stéphanie de Santos, qui est ma co-directrice. Donc, elle nous a permis l'accès aux données. Puis, ça a été recueilli par l'Observatoire de population de Ouagadougou. Puis, les données utilisées dans notre recherche ont été recueillies en 2017. Puis, c'est une étude transversale avec quelques questions rétrospectives. Aussi, l'enquête a été menée auprès d'un sous-échantillon aléatoire de 332 enfants de 5 ans et moins qui habitent dans 5 quartiers de la périphérie nord de Ouagadougou. Puis là-dedans, il y a 3 quartiers non lotis et 2 quartiers lotis. Pour la méthodologie, dans l'analyse descriptive, on a réalisé des analyses bivariées entre les variables indépendantes et la variable dépendante avec des tests de Qui2. Et on a fait aussi une analyse factorielle, mais je n'aurai pas eu le temps de vous le montrer aujourd'hui. Puis pour l'analyse explicative, on a fait des régressions logistiques ordinales. Puis considérant la faible taille de l'échantillon, on a établi que la valeur de P devait être inférieure à 10 % pour être considérée significative. Pour la variable dépendante, le symptôme le plus commun chez les enfants, c'est la sensation de soif intense, avec 48 % des enfants affectés. Ensuite de ça, on retrouve la forte transpiration qui va toucher 41 % des enfants de l'échantillon. Puis, considérant les pourcentages élevés d'enfants qui ont connu ces symptômes, on note l'importante place que prend la déshydratation durant les périodes de très forte chaleur. Après ça, on retrouve la difficulté à dormir, les plis cutanés ou les boutons sur la peau et la fièvre. Puis, cette variable a été transformée en prévalence des symptômes chez l'enfant lors des vagues de chaleur.
Puis, ce sont 16% des enfants qui présentent aucun symptôme durant les vagues de chaleur, 39% qui en ont 1 à 2 et 45% qui en présentent 3 et plus. Puis, on a fait des régressions logiques ordinales. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui les 2 principaux modèles. Donc, dans le modèle 0, les associations entre les variables indépendantes et la variable dépendante sont estimées séparément. Puis, dans le modèle 5, la deuxième colonne, ça représente un modèle complet avec toutes les variables. Puis, il y a quelques variables qui apparaissent significatives dans le modèle 0, donc la première colonne. Puis, là-dedans, il y a la modalité de l'éventail comme meilleur équipement de rafraîchissement à disposition qui apparaît significative à 1%. Il y a aussi les variables du type de toit dans la chambre de l'enfant. Il y a de l'aide supplémentaire apportée aux très jeunes enfants lors des vagues de chaleur et de la surveillance d'un adulte qui apparaît significative à 10%. Par contre, le modèle 0 ne prend pas en considération d'autres variables qui peuvent influencer les associations trouvées puisque ce sont des effets bruts. On constate justement que seule la modalité de l'éventail, comme meilleur équipement de rafraîchissement à disposition, reste statistiquement significative à 5% dans le modèle 5. Malgré tout, le modèle n'a pas un seuil de significativité inférieur à 10%. Et c'était la même chose pour les modèles 2, 3 et 4 que je n'ai pas mis ici, mais bref, ça ressemblait au modèle 5. Donc, c'est ça, les modèles 2, 3 et 4 étudiaient chacune des composantes de la vulnérabilité séparément. 4 minutes, Émilie. OK, merci. Puis, il y a plusieurs variables indépendantes qui n'ont pas d'association significative avec la variable dépendante et ça fait en sorte que les hypothèses ne peuvent pas être confirmées. Par contre, dans le modèle 0, on identifie 4 relations faiblement significatives entre les variables indépendantes et la prévalence des symptômes. Donc, il faut vraiment faire attention avec ces résultats puisque soit ces relations existent réellement, mais qu'elles ne sont pas significatives dans notre modèle statistique, soit qu'elles n'existent pas, ou soit que le rapport de cote va dans le sens opposé. Donc, ça, c'est considérant l'intervalle de confiance, mais ça reste très peu significatif. Dans le cas où ces relations existent réellement, elles ne vont pas dans le sens attendu. Donc, par exemple, on constate que les enfants dont le toit de chambre est isolé ou construit avec du ciment ou du béton et que les enfants dont les mères apportent de l'aide supplémentaire aux très jeunes enfants sont plus susceptibles de présenter des symptômes. Donc, ce qu'on constate à partir de l'analyse explicative, c'est l'existence possible de relations inattendues. Donc, on croit qu'il pourrait y avoir des biais de déclaration des symptômes. La variable dépendante est rétrospective et ça demande aux mères de se souvenir d'événements passés et ça crée un biais de rappel. Aussi, les questions associées à la variable dépendante laissent la mère juger ce que représente un épisode de très forte chaleur. Donc, il peut aussi se créer un biais de perception parce que la déclaration passe par l'interprétation des mères. La lecture de l'état de santé de l'enfant joue aussi sur la réponse obtenue. Donc, on croit qu'il pourrait être bien de faire une confirmation médicale des symptômes. Donc, ça pourrait être envisageable, par exemple, de réaliser l'enquête lors d'une vague de chaleur et d'engager un ou une professionnelle de la santé comme enquêteur ou enquêtrice pour identifier les symptômes de l'enfant. Puis, on pourrait aussi soupçonner un biais de section parce que c'est seulement les enfants en vie qui ont été pris en compte dans l'échantillonnage. Les enfants qui ont perdu la vie à cause des vagues de chaleur ou pour toutes sortes de raisons ne se retrouvent pas inclus dans l'échantillon. Aussi, la base de données regroupe un échantillon de 332 enfants. Donc, ça diminue significativement la puissance statistique des tests et la précision des résultats. Puis, ça serait bien aussi de faire une étude longitudinale. Ça nous permettrait d'identifier le sens des associations qu'on pourrait identifier.
Donc, somme toute, cette étude soulève des questionnements intéressants sur les biais d'autodéclaration et ça représente un bon point de départ pour de futures recherches sur les effets des vagues de chaleur chez les enfants au Sahel. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Excellente tenue du temps, encore une fois. Très apprécié. Alors, on passe aux questions maintenant, commentaires, réactions. J'invite les participants à lever la main ou à faire signe. Là, je vais me mettre en mode galerie et puis on reste attentif là, s'il y a des mains levées. Alors, Magella ou Alain en premier, là, je ne sais pas. Allez-y, l'un de vous deux. Oh. Ben, je ne sais pas moi non plus. Ouais, j'ai l'impression que je suis... Bon, OK, je vais y aller. Je voudrais féliciter les trois présentateurs et présentatrices qui ont fait d'excellentes présentations. Ma question, par contre, ou peut-être suggestion, je ne suis pas certain, irait plus vers Rebecca. Dans votre analyse, vous avez utilisé comme variable indépendante le revenu. Je me demande s'il n'y a pas un problème avec cette variable-là parce que le revenu peut baisser à cause d'un mauvais état de santé. Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'utiliser une autre variable de statut socio-économique comme l'éducation? D'ailleurs, vous avez évoqué peut-être l'importance de l'éducation pour expliquer certaines relations. Est-ce que ce serait possible? Merci pour votre suggestion. Ben, comme j'ai dit, c'est vraiment comme une étape vraiment exploratoire. Comme je cherche à voir dans différentes variables que j'ai vues de la littérature, comment est-ce que ça peut affecter la durée de résidence. Puis là, j'ai trouvé intéressant d'utiliser le revenu justement parce que c'est une variable où on voit justement que les revenus plus faibles vont se déclarer en mauvaise santé avec le temps. Puis après, peut-être, oui, préciser avec l'éducation, oui. C'est dans mes projets de préciser tout ça avec l'éducation. Donc, on va voir comment ça se passe si jamais je croise revenu et éducation. Puis là, ça va être beaucoup plus précis. Je peux juste rajouter rapidement. Oui, Alain, effectivement, il y a toujours ce problème de causalité inverse. Disons que dans la partie descriptive, ce qui était quand même vraiment intéressant de voir dans le résultat que Rebecca a présenté, c'est que ça se joue pratiquement pas dans les revenus élevés. Donc, l'effet de sélection, c'est vraiment, ça semble concerner surtout des revenus moyens ou encore, et d'autant plus les revenus faibles. Donc, ça, c'est une information qu'on n'a pas trop vue dans la littérature jusqu'à maintenant. On a un peu mis la variable dans un modèle. On met le revenu dans le modèle, mais on ne voit pas son interaction éventuellement. Et donc, si on ne sait pas que ça ne se joue pas vraiment dans les revenus très élevés, et ce que ça soulève aussi, c'est la possibilité qu'il y a comme une sorte d'auto-sélection à l'intérieur de la population chez les revenus élevés, un peu comme les immigrants eux-mêmes sont sélectionnés dans leur population d'origine. Alors non, mais c'était pas une critique, c'était plus... Non, mais c'est vrai que la causalité inverse, c'est vrai que c'est problématique. Et effectivement, l'éducation, de ce point de vue-là, ne présente pas les mêmes problèmes. Donc, c'est très bien pris. Okay. Magella? Oui, bonjour. Félicitations. Oui, les trois présentations étaient très, très intéressantes. Ma question irait peut-être vers Frédéric. Concernant les disparités régionales de la mortalité, ça l'a passé un peu vite quand tu étais rendu là. J'aimerais savoir, vous avez observé des différences significatives entre les régions, notamment entre les régions périphériques et les régions centrales par 1000 habitants? Est-ce qu'il s'est dégagé, est-ce que vous avez pu regarder s'il y avait comme une corrélation avec la densité démographique? Parce que, par exemple, en Gaspésie, quand dans un centre d'accueil pour personnes âgées, il y a plusieurs décès liés à la COVID, peu importe, ça peut... alors, c'est ça, je voudrais savoir si vous avez regardé ça. Merci pour la question. L'analyse régionale d'un point de vue de la mortalité là, reste à faire. Il y a des résultats qui sont disponibles là, sur le site de l'INSPQ par rapport à la COVID. Donc, pour la mortalité générale, au cours de la dernière année, on a diffusé des nombres de décès
des estimations jusqu'à l'échelle des MRC. Donc, on peut en fait, avec les décès totaux des dernières années, on peut faire des premiers calculs là, très sommaires là, pour estimer là, à quel point une MRC a connu une hausse du nombre de décès. Par exemple, on peut utiliser la même technique là, selon la tendance. Ça serait déjà intéressant. Mais en général, la corrélation entre les décès COVID recensés et la mortalité, il y en a une. Là. Elle n'est pas parfaite. Il y a déjà plusieurs auteurs ou plusieurs articles là, qui démontrent qu'au Québec, ça semble être une particularité aussi. Là, le nombre de décès COVID est un petit peu... tous les décès COVID, pour le dire ainsi, n'ont pas tous contribué à la surmortalité, par exemple, de l'année. Donc, tout ça restait vraiment très intéressant à analyser, mais cette analyse-là, là, par région. On a parlé de comparaison internationale qu'on voudrait faire. Là, justement, peut-être la comparaison régionale pourrait être de notre côté. On essaie de se positionner en complémentarité avec ce que l'INSPQ pourra faire là-dessus, là, pas dédoubler les mandats. Pour ce qui est de la densité, bien, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que ça va nécessiter beaucoup de travaux. Et ça sera peut-être plus du côté des chercheurs académiques qu'on va pouvoir réaliser ça parce que c'est un champ là, vraiment vaste. Là. Quelle densité! Évidemment, oui, dans les grands espaces, oui, il y a beaucoup de forêts, mais on ne veut pas considérer l'espace complètement inhabité. Je pense qu'on veut... Ce qui est intéressant pour la COVID, c'est vraiment la densité de l'espace habité, les interactions entre les gens, tout ça est immensément complexe. Mais moi, ce que je répondrais quand même, c'est qu'on a vu que la COVID était capable de frapper vraiment dans tous les milieux. Au début, on pensait que tiens, c'est juste une question des grandes villes, hein, mais on a vu qu'elle est capable de frapper dans tous les milieux. Mais clairement, il y a quand même peut-être un lien là, à faire, mais il faudra l'approfondir par des méthodes qui n'existent probablement pas encore. Parfait, merci beaucoup. Oui, merci à vous deux. Je passerai la parole à Alain Gagnon. Oui, encore ma question pour Frédéric. Ferme pas ton micro trop vite. Comment tu expliques ça, en fait, qu'il n'y a pas de différence ou très peu de différence entre les hommes et les femmes au Québec par rapport aux autres populations? Est-ce qu'il y aurait eu plus de mortalité chez les hommes au Québec dans les années précédentes? Donc, il y aurait il y aurait une population un peu plus robuste chez les hommes qui se seraient présentés, donc moins de mortalité chez les hommes, ou l'inverse, pour les femmes, moins de mortalité dans les années précédentes au Québec, un peu comme l'article dont on avait discuté à un moment donné, là, où il y avait des corrélations entre la mortalité dans les années précédentes, mais c'était des comparaisons par pays, là. Et on était un peu sceptiques, mais je ne sais pas comment tu l'expliques, cette absence de différence. En fait, initialement, je voulais expliquer pourquoi la baisse des femmes avait été plus forte même. Mais là, on se rend compte que 2019 était peut-être justement une année exceptionnelle pour les femmes. Là, peut-être si on considère juste que la particularité du fait que la baisse de l'espérance de vie ou la hausse de la mortalité est très similaire. Mais comme j'ai dit, on l'a vu ailleurs. Hein. En Espagne, notamment, je pense que c'est le cas. Je pense qu'au Québec, en fait, la première explication qu'on avait pour dire plus de baisse d'espérance de vie chez les femmes, c'est là où les éclosions se sont produites plus dans les milieux où les femmes sont fortement surreprésentées. Donc, les femmes sont surreprésentées chez les personnes âgées. Mais parmi les personnes âgées qui habitent en CHSLD, sont encore plus représentées. Donc, le fait que la hausse de la mortalité soit vraiment forte chez les femmes très âgées, là, le graphique là, peut-être, en tout cas, vous l'avez vu, je ne vais pas le repartager, mais sur la répartition par âge là, de la contribution des groupes d'âge au déficit d'espérance de vie, c'est vraiment concentré chez les femmes très, très âgées. Et puis, donc, peut-être ça tient juste à ça. Mais les effets il y a le dry tinder, là, le bois sec, ou il y a d'effets de moisson. Les effets de moisson peuvent englober à la fois la surmortalité, la sous-mortalité après un épisode de surmortalité ou la sous-mortalité après, en tout cas, mais
faut s'entendre sur les concepts, mais il y a un concept que je ne connaissais pas, hein, qui s'appelle Dry Tinder et le bois sec. Donc, tu manies plus cette allégorie que moi. Donc, quand il y a plus de personnes fragiles dans une population parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une vague, par exemple, de chaleur ou de grippe, et oui, on peut s'attendre à plus de décès. Mais au Québec, au cours des dernières années, on pourrait vous montrer un graphique là, sur le nombre de décès selon la semaine, juste en superposant les hommes et les femmes. On voit que l'hiver, c'est vraiment là où les femmes décèdent plus que les hommes, tandis que l'été, les hommes ont plus de décès que les femmes. Donc, il y a vraiment... donc, ce n'est pas les hommes qui semblent avoir été très touchés par les épisodes de grosses grippes des dernières années. Là. Donc, peut-être que cette hypothèse-là ne marche pas. Merci à vous deux. Je prends une dernière question, celle de Pietro, mais juste avant que Pietro nous fasse part de sa question, gardez un œil dans l'espace de conversation. Hein, il y a des choses qui se passent là aussi. Donc, si vous voulez contribuer là, en parallèle, n'hésitez pas. Alors, Pietro, on vous écoute. Oui, j'ai une autre question pour M. Fleury-Paillard. C'est que lorsque la pandémie sera terminée, on devrait s'attendre à un rebondissement ou du moins à une reprise de l'espérance de vie à la naissance. Mais cependant, il y a beaucoup de personnes qui ont survécu à la COVID-19 qui vivront moins longtemps que si elles n'avaient jamais contracté le virus. Puis je voulais savoir si est-ce que cet effet pourrait se faire ressentir dans l'espérance de vie dans les années à venir. Oui, bien, on s'est justement posé la question tout récemment avec plusieurs d'entre vous. En groupe, on s'est réunis pour discuter des hypothèses d'espérance de vie qu'on va mettre dans nos projections. Et c'est la grande question, évidemment. Mais il y a aussi d'autres choses qui ont été soulevées, d'autres facteurs, disons, plus protecteurs, plus positifs, comme une meilleure prise en charge des maladies respiratoires, comme la grippe, avec toute l'expérience qu'on aura acquis cette année, juste dans la prévention des infections dans les milieux fragiles, dans les milieux sensibles. Déjà, ça pourrait nous faire des gains, ça pourrait compenser certains gains. Il y a la recherche aussi sur les vaccins et tout ça qui pourrait peut-être compenser. Donc, vraiment, là, le résultat final de tout ça reste complètement, je crois, à modéliser ou à découvrir. Mais pour l'instant, je peux vous dire tout de suite que l'hypothèse qu'on a choisie pour notre projection de mortalité, c'est pour l'instant, à défaut d'avoir des nouvelles données vraiment qui nous démontrent une nouvelle tendance, on va garder l'hypothèse, on va revenir à l'hypothèse de mortalité qu'on avait jusqu'à maintenant. OK, merci. Je solliciterai, on a dépassé un peu le temps, mais comme la prochaine séance démarre à 12h30, je prendrai peut-être une dernière question pour Émilie, s'il y en a une. Autrement, j'aurais une question. Émilie, est-ce que vous avez songé avec Solène et avec votre co-directrice, là, Stéphanie, avez-vous pensé à éventuellement étendre peut-être votre méthodologie à d'autres données d'observatoire sur le continent? Donc, par exemple, Sénégal. Sénégal, oui, voilà.